Bonjour, je m'appelle Isabelle et je vais vous parler de l'association AESF, Autisme Entraide Sans Frontières. Salut Isabelle, merci pour l'invitation. Merci à toi Christophe. Bon, est-ce que tu peux te présenter et nous présenter l'association que tu présides? D'accord, avec plaisir. Alors je m'appelle Isabelle, je suis éducatrice spécialisée depuis 36 ans. J'ai travaillé longtemps dans un IME et maintenant je travaille dans un CESAD. Voilà, ça c'est pour la partie professionnelle. Cette association Autisme Entraide Sans Frontières. Sans frontières, ça n'a rien à voir avec la géographie. C'est sans frontières idéologiques, sans frontières philosophiques. Voilà, c'est-à-dire qu'on accueille tout le monde concerné de près ou de loin par l'autisme. Ok, quand tu dis on accueille tout le monde, donc c'est aussi bien les usagers que les proches, les aidants? Oui, on est une association de parents, d'enfants et d'adultes autistes, mais aussi de personnes autistes et de personnes alors, qui ne sont pas concernées directement, mais qui ont envie d'aider et d'être là voilà, pour aider, pour rencontrer. À quel moment elle est née cette association et comment elle a émergé? Alors, cette association a été créée en 2016 voilà, par un papa pour qui il manquait une association de parents sur le bassin où on vit. Et moi j'ai été très vite contactée parce que l'association a été créée fin 2016 et moi j'ai été contactée en janvier 2017, donc très rapidement. Et j'ai tout de suite été partante parce que justement, moi dans mon parcours de maman, il m'a manqué une association de parents pour aller rencontrer d'autres parents. Ok, partager. Tu me tends la perche, donc on y va. Alors pourquoi ça t'a manqué ça? Parce que tu peux peut-être parler de alors, ton expérience personnelle. Mon expérience personnelle, je suis maman de 5 enfants, dont un est autiste Asperger. Et il a été diagnostiqué à l'âge de 9 ans. Mais bien que professionnel, donc avec quand même pas mal d'appui et de connaissances dans le milieu, il m'a beaucoup manqué de rencontrer d'autres parents pour se dire parce qu'intellectuellement on sait qu'on n'est pas tout seul, mais partager les nuits sans sommeil, les difficultés quotidiennes, les questionnements, ça aurait été un sacré soulagement. Qu'est-ce qu'on va chercher auprès des autres parents? Une forme de réassurance aussi, se dire on n'est pas seul à vivre ça, on partage un petit peu ces difficultés ensemble, c'est ça? Oui, alors dans l'association, on a un groupe de parole de parents et c'est tout à fait ça, c'est-à-dire qu'on vient se réassurer, même si on est auprès de parents qui ont des enfants ou des adolescents qui sont très différents. Chaque personne est très différente et le degré d'autisme et de trouble plutôt est très différent, mais on se réassure, on se donne des petits trucs aussi du quotidien et puis on s'aperçoit que quelque chose qui nous a beaucoup angoissé, moi par exemple mon fils ne pouvait pas prendre ses médicaments quand il était malade si on ne lui lisait pas toute la notice et je trouvais ça le truc là qui est plié en 32 là. Voilà, il fallait absolument qu'il ait compris tout ça. Donc tu commençais à 19 h, tu finissais à 23 h et avec un peu de chance il avait pris son antibiotique et ça paraissait complètement fou et j'osais pas le raconter à l'extérieur alors que là ça paraissait pas fou. Il n'y a pas de barrière. Non, il n'y a aucune barrière, il n'y a aucun jugement. On a tous vécu des trucs qui peuvent paraître pas possibles à des familles de neurotypiques, c'est sûr. Mais c'est pas la même chose que d'en parler à ses proches, à sa sœur, à son parent ou à autre, parce qu'ils connaissent pas ces difficultés-là. Peut-être c'est pas le même retour aussi qu'ils te font. Non, le retour de la famille, quand on ose en parler à la famille, parce que ça a beau être... Il y a certaines familles pour qui c'est peut-être un sujet tabou encore. Ah oui. Il y a encore des familles qui le cachent. Nous, dans notre expérience, on a mis très longtemps à en parler à ma belle famille, par exemple, et on a vite éludé les questions. Voilà. Par quoi? Par peur d'être jugé ou qu'ils voient ton enfant différemment avec un filtre? Pour pas avoir à expliquer, je crois, un peu par pudeur. Et puis,
Parce qu'il y a tellement d'endroits où on combat les idées toutes faites, qui sont fausses les 3/4 du temps, qu'on n'avait pas envie de mener ce combat-là dans la famille. Ouais, je comprends. Donc, ouais, on gardait ça pour l'école. Ok. Tout à l'heure, tu abordais un sujet vachement intéressant. Tu parlais de troubles qui étaient vraiment différents d'un enfant à un autre. Alors justement, ça faisait partie un peu des questions que je voulais te poser. Toi qui es présidente d'une assoce pour l'autisme. Quand on dit autisme, on parle de quoi? Parce que c'est quand même un peu une coquille vide, l'autisme. Hein. Il y a des particularités qui se retrouvent, mais il y a aussi des grands écarts. Oui, il y a des grands écarts entre certaines personnes. L'autisme, c'est un trouble neurodéveloppemental. Voilà, donc ça c'est clair, c'est dit, qui va provoquer plusieurs troubles. Il y a un trouble de la sensorialité qui est important, qu'on retrouve chez tous les autistes, mais qui va être plus ou moins important. Certains vont être sensibles à la lumière, d'autres au bruit, et puis ils vont être sensibles à une période de leur vie et puis plus à une autre, parce que ça se régule, ça se travaille. Et puis il y a tout ce qui va être au niveau de la communication. Bon, il y en a qui sont verbaux, d'autres qui ne le sont pas. Tout en étant verbaux et souvent d'une intelligence moyenne, voire supérieure, leurs échanges avec l'autre est compliqué parce qu'ils ne voient pas le monde de la même façon. Ils n'entendent pas de la même façon. Ils ne comprennent pas non plus de la même façon que nous. Donc il faut qu'ils apprennent tout ce que nous, on n'apprend pas. Tout ce qui nous est donné par la vie, qui est implicite, eux, il faut qu'ils l'apprennent. Et ça, on n'en a pas conscience tant qu'on ne vit pas avec une personne autiste. Ouais, justement, quels sont les signes un petit peu évocateurs qui doivent nous interpeller? Parce que j'imagine que plus le diagnostic arrive tôt, plus on peut aider l'enfant, justement. Alors comment on peut faire des diagnostics qu'on appelait précoces, mais voilà, à partir de 12-18 mois. Ce qui va alerter à cet âge-là, c'est l'absence de pointage. C'est-à-dire qu'un enfant à 12-18 mois, il va pointer ce qu'il veut, il va le montrer. Bon, s'il n'y a pas de pointage, s'il n'y a pas de... si l'enfant ne regarde pas ce qu'on lui montre, et s'il n'y a pas de regard conjoint, comme ça c'est alertant. Ce regard un peu vide, voilà, hein, on a l'impression, d'où l'expression il est dans sa bulle. Oui, d'une certaine façon, il est dans sa bulle, mais ça ne veut pas dire qu'il ne veut pas en sortir. Hein, voilà. Ça peut alerter. Et puis certains mouvements, évidemment, des mouvements de balancement, de ce qu'on appelle le flapping, qui va être un peu ses yeux, ses mains qui battent comme ça. Un petit peu après, ça va être des choses qu'on ne comprend pas, c'est-à-dire l'enfant qui va avoir une colère sur un instant qu'on ne comprend pas. Voilà, ça peut alerter aussi. Parce que c'est une habitude qui n'est pas respectée, mais nous on ne s'en rend pas compte. Mais lui il sait qu'on ne fait pas la même chose à la même heure, ou pas, on a changé de trajet pour aller chez la nounou par exemple. Ça peut créer une colère terrible. Ok, une fois qu'on a observé tout ça, généralement on se dirige vers son médecin traitant. Ouais. Et puis après, bon voilà, on ne va pas décrire tout le parcours. Ceci étant, il y a un vrai parcours qui est compliqué, c'est celui de la reconnaissance et de ce fameux dossier MDPH. Est-ce que ton association justement aide les familles dans cette démarche-là? Oui, on peut tout à fait. C'est la secrétaire de notre association qui s'en charge, plus notre ancien président, créateur de l'association. Alors, ils aident à monter les dossiers, ils peuvent assister aux commissions, aider les familles lors des commissions. Les dossiers ont été soi-disant simplifiés, mais simplifiés avec 8 pages de plus, je crois, ou quelque chose comme ça, donc on ne peut pas parler de simplification. Les dossiers sont à refaire tous les 3 ans. Donc oui, c'est des usines à gaz et tout le monde n'est pas apte, n'a pas les connaissances, le temps ou l'énergie, souvent, de pouvoir remplir ces dossiers. Donc évidemment, toute personne qui nous appelle, on est là pour ça. Ouais. C'est intéressant que tu parles d'énergie parce que une des premières questions que je me suis posée donc, quand j'ai appris que tu prenais la présidence de cet asso, c'est ta santé mentale. Tu sais qu'on en parle beaucoup, c'est un thème très actuel, etc. Et je me dis, mais en fait, quand tu es professionnel dans ce secteur-là, que tu travailles avec ce public-là, que dans ton cercle familial, tu t'occupes de tes enfants qui souffrent de ce trouble-là, et que sur ton temps libre, tu t'occupes de familles qui ont... Non mais à un moment donné, tu te reposes quand quoi?
Non, j'arrive quand même à me reposer, hein, mais je sais pas. Je sais pas, parce que j'aime ça, sûrement, parce que j'espère donner ce que j'ai pas reçu à un moment. Voilà, ça, je reste persuadée qu'il y a eu un manque à ce moment-là. Au moins tout au début du diagnostic de mon fils, les 2 premières années, on a été peu reconnus, peu pris en considération, jusqu'à ce qu'il soit pris en charge dans un CESAD, qui pour lui est sa 2e naissance. Et voilà. C'est comme ça qu'il le définit? Ah oui, ah ouais. Oui, oui. Encore énorme. maintenant. Ouais, c'est énorme. Voilà, il dit je suis né 2 fois du ventre de maman et au CESAD. Ouais, mais c'est ouf ça. Voilà. D'accord. Et nous aussi, nous parents. Qu'est-ce qui a changé en fait? C'était quoi vraiment la bascule? La bascule à ce moment-là, c'est que c'était ordinaire. C'était pas extraordinaire d'avoir un enfant comme ça. C'était ordinaire et on avait le droit d'être fatigué. On avait le droit d'avoir des questions. On avait le droit d'être accompagnés, nous aussi en tant que parents. Et la psychologue du service a joué ce rôle avec nous. Et puis lui, notre fils était accompagné dans les domaines précis où il avait des besoins. Donc lui s'est senti naître, renaître. D'accord. Pour revenir à ma question de base, est-ce qu'il y a des moments où tu arrives à décrocher complètement? Où l'autisme ne fait plus partie de ta vie? Ne serait-ce que 20 minutes dans ton bain et encore, je suis pas sûre, mais, non, mais vraiment, à un moment donné, il faut se ressourcer aussi pour y revenir. Oui, bien sûr, j'arrive à trouver des moments, mais je vais décrocher de ma partie professionnelle ou de ma partie associative de ma vie. Après, ma partie maman, j'en décroche pas. Il y aura toujours quelque chose qui fait, même s'il n'est plus à la maison, il a 23 ans, il est autonome, mais il y a une peur qui est différente que celle ressentie pour ses frères et sœurs, quoi. Voilà, le téléphone sonne, là, ça y est, qu'est-ce qui se passe, quoi. Ouais. Donc je décroche peut-être pas assez, oui. Qu'est-ce qui manque dans notre pays par rapport à ce type d'accompagnement, aussi bien pour les usagers que pour les familles? Est-ce que c'est pas triste le constat qu'on peut faire de se dire en fait que ce qui existe, c'est de l'initiative d'une poignée de parents? Oui, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui existent, en effet, grâce aux parents, grâce aux associations de parents. Qu'est-ce qui manque? Mais tellement de choses. On parle d'inclusion autant qu'on veut, mais sans avoir à changer l'école pour autant, sans avoir formé les enseignants, sans avoir mis d'autres personnes. Professionnellement, j'interviens beaucoup dans les écoles avec le CESAD pour lequel je travaille, mais je pourrais être à demeure dans chaque classe où je vais, quoi. Ça serait pas du luxe. Et est-ce que justement avec ton asso, vous faites des actions justement avec les collègues de l'Éducation nationale? Comment vous contribuez à cette fameuse inclusion? Alors un peu, je dirais à la demande, on a fait des formations pour des AESH, donc des accompagnants d'enfants en situation de handicap, qui nous ont contactés. Voilà. Et là, on a pu leur faire une formation qu'elles ne reçoivent pas par l'Éducation nationale. Après, vraiment avec l'Éducation nationale, non, on n'est pas arrivé encore à travailler avec eux. C'est une grosse institution, il faut frapper fort à la porte pour coincer le pied et puis pouvoir rentrer. Ouais. Quel retour ils vous font les profs, les enseignants sur les difficultés qu'ils peuvent rencontrer? Comment vous les aidez? Quelles billes vous leur donnez? L'association, ce qu'on peut leur donner, parce qu'on a été contacté parfois par des enseignants, on peut leur donner quelques billes, de dire déjà qu'ils nous disent comment ils travaillent avec l'enfant concerné qu'ils ont dans leur classe, pour qu'on décrypte les erreurs qui sont commises, mais par ignorance, uniquement par ignorance. Et puis on donne quelques pistes de travail, de découpage de travail, de visualiser le travail. Ça, c'est aussi très important pour les enfants autistes, qu'ils aient une visualisation de leur travail ou de ce qui va se passer. La prévisibilité est hyper importante. S'ils ne savent pas ce qu'ils vont faire 5 minutes après, ce qu'ils sont en train de faire, ils peuvent le massacrer. Donc c'est pas très intéressant, quoi. Donc oui, on peut aider les enseignants comme ça, mais on fait pas grand-chose. Pas assez. Déjà beaucoup. Oui, mais bon, voilà, toujours insatisfait. Ça a le mérite d'exister et d'aller dans le bon sens. Oui. Il y a un an, on a fait un colloque
consacré à l'inclusion, où on a fait un gros travail de communication auprès de l'Éducation nationale et des enseignants. Alors c'était un samedi, forcément, on a eu quand même du monde, mais peu d'enseignants par rapport à ce qu'on aurait souhaité. Alors que là, on était vraiment au cœur de leur métier, quoi. Ouais. Oui, ça reste encore une démarche volontaire. Oui, ouais. Et ça, on ne peut pas trop agir dessus. Hein. C'est sûr. Quels sont les plus beaux retours que tu as eus de la part des familles? Alors on a eu un magnifique retour, ça je pense que c'est notre fierté. Grâce à l'association, on a pu trouver du travail à 2 jeunes garçons avec un partenariat avec une chaîne de magasins, voilà. Donc dans une autre ville et dans la nôtre, où voilà, 2 jeunes garçons ont pu trouver une place et travaillent maintenant. Qu'est-ce qu'ils vous en ont dit de ça? Eh bien, qu'ils avaient trouvé leur place. Ouais. Ça, c'est extraordinaire. Énorme. Voilà, j'ai trouvé une place, ma place, et où les salariés sont heureux de travailler avec une personne autiste, parce que il y a un côté très perfectionniste chez beaucoup, pas tous, mais chez beaucoup d'autistes, et ça, c'est un atout pour un employeur. Et est-ce que vous en avez justement des personnes autistes voilà, qui ont réussi à trouver leur place, comme tu dis, et qui viennent témoigner et peut-être aussi aider ceux qui en ont besoin, tu vois, ce côté un peu père aidance, tu vois, est-ce que les personnes que vous avez vous-même accompagnées maintenant accompagnent les Alors autres? On n'a pas encore ça, on a eu... mon fils a témoigné au dernier colloque, il était bien placé pour parler de l'inclusion. Et voilà, il a pu dire le chemin qu'il avait parcouru et que c'était important pour lui de venir dire, d'être là et de dire. Et quels événements ou campagnes de sensibilisation vous organisez? Alors, comme je te disais, on a fait un colloque l'année dernière et là ça avait 2 objectifs. C'était un peu de se faire connaître aussi, parce qu'on est quand même une jeune association, hein. Donc c'était une façon de se faire connaître, mais avant tout de faire parler de l'autisme. On a organisé ça au départ, on le voulait pour les professionnels, les gens concernés, et finalement c'était ouvert au public. Et c'est vrai qu'on s'était presque barré la route au départ, nous en disant bah non. Ça ne va même pas les intéresser, genre. Voilà, ça peut pas, et alors qu'on le faisait pour ça, quoi, c'est rigolo. Pour qu'il y ait du public qui vienne, et on a eu du public qui est venu presque par hasard, mais qui est venu et qui est resté. Mais la belle surprise, quoi. Voilà, donc belle surprise, et même si c'est que 2-3 personnes, ça peut être des personnes qui le disent après, et puis qui un jour croiseront une personne autiste et on aura entendu parler, donc c'est très bien. On essaye de travailler en partenariat avec d'autres associations, comme une association qui travaille pour le sport, la santé, donc qui est venue nous chercher pour qu'on puisse développer le sport et l'importance du sport aussi pour les personnes autistes qui en ont besoin comme tout un chacun et qui ont besoin de ce que ça peut créer comme lien social, comme tout un chacun. Ouais. Ok. Et quelle est la situation la plus compliquée que tu as eu à accompagner au sein de ton association? Alors là, actuellement, on a 2 personnes adultes autistes qui sont dans notre association et qu'on essaye de réinsérer dans l'emploi. Et là, là on rame, là c'est compliqué. On a plein d'idées, à chaque fois il y a comme une porte qui se ferme. Donc voilà. Qu'est-ce qui te manque d'après toi? Est-ce que c'est le partenariat? Est-ce que c'est la méconnaissance de cette pathologie-là? En fait, qu'est-ce qui fait barrière? Je pense qu'il y a beaucoup de méconnaissance dans le domaine de l'emploi. Même, je dirais, des personnes au Pôle emploi qui sont censées accompagner pour le handicap, qui ont une méconnaissance de ce trouble et donc qui ne répondent pas correctement, mais toujours par méconnaissance. Il n'y a pas de mauvaise intention, il n'y a pas de barrage volontaire, mais voilà, il y a des portes qui se ferment parce qu'on ne pense pas les choses correctement.
Donc là, ouais, ça nous pèse un peu parce qu'on n'y arrive pas, quoi. Ok, mais justement, j'enchaîne sur la prochaine question. C'est justement quel est votre prochain challenge, votre prochain défi? Peut-être que c'est en lien. Alors, notre prochain défi, c'est de réussir notre prochain colloque, déjà. Et puis, ça serait que ces 2 personnes retrouvent un emploi. Ouais. Comment les personnes peuvent vous contacter? Est-ce que vous êtes sur les réseaux? Oui. Comment on vous contacte? Oui, on a une page Facebook. Ok, je mettrai le lien en description de la vidéo. On arrive au terme de notre échange. Je vais te laisser le mot de la fin. Oui. Si tu as un message, un conseil, ce que tu veux, ce temps est pour toi. Alors je vais me servir de ce que mon fils avait dit au colloque quand il a témoigné et qu'il disait, il avait terminé en disant que même s'il n'y avait pas grand monde qui l'avait écouté, que au moins ça servait à quelque chose, qu'il fallait en parler. Donc voilà, je ne sais pas combien de personnes regarderont, certainement un certain nombre, mais même s'il n'y avait qu'une personne, il y a une personne qui a entendu. C'était un plaisir de pouvoir échanger avec toi. J'espère que ce portrait vous a plu. N'hésitez pas à en faire part dans la section commentaires. On se retrouve prochainement pour un nouveau portrait. Salut!